Yes, I'd just like to say, my brother knows Karl Marx. Bonjour, bienvenue pour cette première vidéo de Common Story. Le 23 mars 1938, debout sur une table de la cantine des usines Citroën à Paris, Rose Zehner harangue une foule d'ouvrières. Dans sa diatribe, elle semble pointer du doigt le responsable de toute sa colère. Cet instant est saisi par un jeune photographe alors inconnu, Willy Ronis. Il a été envoyé par le magazine Regard pour couvrir cette grève. Fondé en 1932, proche du Parti communiste, ce dernier se démarque par la mise en avant du photojournalisme et le traitement de sujets sociaux et politiques modernes, que ce soit le droit des femmes, les conditions ouvrières et des populations des colonies françaises, ou encore l'essor du fascisme. Dans son numéro du 31 mars 1938, un article accompagné de 5 photographies vient témoigner de la grande grève menée par les ouvriers et les ouvrières de chez Citroën. Néanmoins, une manque à l'appel, celle de Rose Zehner. Faute de temps pour développer la photographie en bonne qualité, Willy Ronis ne l'envoie pas à la rédaction. Elle restera des années durant dans les cartons du photographe. Il n'empêche que cette photographie nous questionne. Qui est cette femme, cette ouvrière ? Que dit-elle à ses camarades et surtout, que nous dit-elle de son époque ? Rose Zehner est née le 8 avril 1901 dans le 15e arrondissement de Paris. Cette ouvrière, militante à la CGT, aurait pu rester une parfaite inconnue si en 1980, Willy Ronis n'avait pas publié un ouvrage rétrospectif sur le fil du hasard dans lequel cette photographie apparaît. Me voilà donc avec un laissez-passer de la CGT chez Citroën Jamel où je travaille toute une matinée jusqu'au moment où, circulant dans l'usine, j'entends à un moment donné, derrière une porte, une voix forte de femme. J'ouvre la porte et je vois cette femme sur une caisse qui harangue ses camarades. Et ce geste extraordinaire, je le saisis avec mon Rolleiflex. Relayée pour l'occasion dans les pages du journal L'Humanité, Rose Zehner se reconnaît et entame une correspondance avec le photographe. Une rencontre est même organisée en 1983 par Patrick Barberis, qui réalise autour de cet événement un film documentaire intitulé « Un voyage de Rose ». On peut y voir l'ancienne militante parcourir le quartier de sa jeunesse avant de retrouver ses anciens camarades dans le café-restaurant qu'elle avait tenu à la suite de son licenciement des usines Citroën en 1939. Ce film nous amène à découvrir la vie, les difficultés et les luttes de cette femme au cœur d'une France des années 1930 en pleine crise économique et politique. Au-delà de l'histoire personnelle de Rose, la photographie de Willy Ronis nous interpelle sur la place des femmes ouvrières dans les luttes sociales qui vont balayer la France à partir de 1936. Pour traiter ce sujet, nous nous appuierons principalement sur les travaux de Morgane Podjoli et notamment son livre très documenté « À travail égal, salaire égal, la CGT et les femmes au temps du Front populaire ». Avant tout, il nous faut dresser le tableau de la situation des femmes dans la société française des années 1930, et plus particulièrement dans le monde ouvrier et syndicaliste de cette période. Représentant 37% des salariés de la population active, les Françaises occupent alors des emplois dans le commerce, l'administration ou la fonction publique. L'agriculture et le travail à domicile représentent également des secteurs importants du salariat féminin, bien qu'ils connaissent un déclin durant cette période. Enfin, le travail en usine est l'autre grand secteur de la féminisation du travail, d'autant plus qu'il est en pleine mutation. Longtemps associées aux usines de textile, les ouvrières intègrent de plus en plus les secteurs chimiques et mécaniques, bien qu'elles soient reléguées aux postes subalternes, moins bien payés, sans responsabilité et séparées des ateliers masculins. C'est le cas de Rose Zehner, qui travaille dans l'atelier de sellerie des usines Citroën, exclusivement composé de femmes. Les ouvrières françaises sont alors peu syndiquées. À l'orée de l'année 1936, la CGT ne compte dans ses rangs que 10% de femmes.
Bien que des grands mouvements sociaux féminins aient marqué les esprits, à l'exemple des grandes grèves des sardinières de Douarnenez en 1924, La grève des sardinières débute le 20 novembre 1924. Elle est suivie par les marins, par les ouvriers et elle est soutenue par le maire communiste de la ville, Daniel Leflanchec. Au soir, nettoie les sardines et puis les font frire dans de grandes bassines. Du matin au soir, nettoie les sardines et puis les font frire dans de grandes bassines. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines. la syndicalisation des travailleuses et de manière plus générale la question du travail féminin reste un point mort des débats syndicaux. Alors même qu'un bouleversement d'envergure traverse le syndicalisme français. En effet, en mars 1936, un important congrès doit avoir lieu à Toulouse, en vue de réunir la CGT et la CGT-U. Pour synthétiser, ces deux courants de l'historique centrale syndicale s'étaient séparés suite au congrès de Tours de 1920. Ce congrès avait vu la scission des socialistes français en deux courants, entre ceux adhérant à la Troisième Internationale communiste proposée par l'URSS et les autres. Les premiers allaient fonder ce qui allait être le Parti communiste français, alors que les autres restaient fidèles à la SFIO, l'ancêtre du Parti socialiste. Dès 1921, cette division fut suivie par celle du syndicat. Les partisans du Parti communiste créèrent la CGT-U, alors que les autres restaient au sein de la CGT. Oui, mais voilà que le contexte politico-économique des années 1930 rebat les cartes. La montée du fascisme en Europe et l'essor des ligues d'extrême droite en France devient une menace commune aux deux organisations, notamment après les émeutes des ligues fascistes du 6 février 1934. C'est à partir de là que des discussions ont lieu afin de trouver une voie vers la réunification. Celle-ci sera finalement possible que 2 ans plus tard, lorsque le Parti communiste français se rapproche des forces de gauche en vue de s'unir dans le Front populaire. C'est lors du congrès de Toulouse en mars 1936 que s'unissent les deux mouvances du syndicat. À l'analyse de cette réunification, Morgane Poggioli constate 2 choses. Tout d'abord, la très faible représentation des femmes parmi les délégués. Seules 2,5 sont présentes à Toulouse et on en retrouve seulement 2 au sein des commissions. Par ailleurs, il relève l'absence de la question du travail féminin lors des débats. Toutefois, les actions sociales qui suivent la victoire du Front populaire vont remettre les travailleuses au cœur des luttes syndicales. Le 3 mai 1936, le Front populaire remporte les élections législatives et le leader socialiste Léon Blum est porté au pouvoir. Cette victoire est acquise dans un contexte de crispation politique, nous l'avons dit, mais également de crise économique qui frappe la France depuis le début des années 1930. Des premières grèves apparaissent au Havre et à Toulouse à la suite des manifestations du 1er mai. Celles-ci sont suivies dans les grandes villes les jours suivants. Ces grèves sont marquantes dans leur forme par l'occupation des usines. Cette mise en pratique de la grève n'est pas en soi une nouveauté. Dans son article « Occuper les lieux de travail » en 1936, Étienne Pénissa met en avant que l'occupation est une forme que l'on retrouve sporadiquement, que ce soit au XIXe siècle en France à travers des exemples très particuliers, ainsi qu'en Europe dans les années 1920-1930. Il relève par exemple que 21% des grèves pratiquées en Pologne entre 1933 et 1934 se transforment en occupation. Les vagues d'immigration d'ouvriers polonais en France seraient une clé de lecture pour comprendre l'essor de cette forme illégale de protestation qui deviendra massive en France lors des grèves de 1936. Celle-ci se développe dans un contexte social et politique particulier. Pour la première fois sous la Troisième République, les ouvriers se sentent pleinement représentés par leur gouvernement. Cela les conforte dans l'idée que les mouvements sociaux ne seront plus réprimés comme ils avaient pu l'être auparavant. Les femmes s'investissent massivement dans cette vague gréviste qui balaie la France. Néanmoins, les actions des grévistes, telles les occupations, sont fortement genrées. Les hommes restent et dorment sur place pour garder l'usine et les femmes ravitaillent. Cette logique est justifiée par les organes syndicaux de l'époque,
afin de lutter contre la représentation de la presse de droite, pointant du doigt l'immoralité qui régnerait dans les usines. Si cette division genrée des activités reste majoritaire, nous trouvons de nombreux contre-exemples, notamment dans les secteurs très féminins tels que les grands magasins, où des travailleuses comme Madeleine Colliette mènent une occupation presque exclusivement féminine. C'est également le cas dans les usines où il y a une division sexuée des espaces de travail, à l'exemple des ateliers de sellerie des usines Citroën où travaille Rose Zenner. Si l'on ne possède pas de chiffres précis, la CGT ne distinguant pas les sexes de ses adhérents à l'époque, on remarque dans les secteurs très féminins comme l'habillement que le nombre passe de 5 000 syndiqués en avril à 100 000 en octobre. Autre évolution, c'est la représentation du syndiqué qui évolue. Auparavant associées uniquement au virilisme, les femmes sont de plus en plus intégrées, à la fois dans les discours et les images de la CGT. Bien qu'encore vernies de paternalisme, les affiches mettent de plus en plus en avant la figure de l'ouvrière au détriment de la mère de famille. Autre élément révélateur, des conférences sur les conditions féminines au travail sont organisées dans les formations syndicales à partir de la rentrée 1938. Enfin, la revendication du travail égal, salaire égal refait surface dans les discours de la CGT. À l'analyse du bilan du Front populaire, on remarque que la question du travail féminin et de manière plus globale la cause féminine reste marginalisée dans les avancées politiques et sociales. Il existe néanmoins quelques symboles importants, à l'exemple des 3 femmes qui font leur entrée au gouvernement en tant que sous-secrétaires d'État, alors même qu'elles n'ont pas le droit de vote. Toutefois, les accords de Matignon entre les syndicats et le patronat, sous l'autorité du gouvernement, restent une affaire masculine. Les femmes sont évincées des discussions qui ne prennent pas en compte le caractère spécifique du travail féminin et les inégalités salariales perdurent. Malgré tout, une chose permet de donner une place plus concrète aux femmes dans le combat syndical. C'est le droit de vote et d'éligibilité pour les délégués du personnel et syndicaux. Bien que cette participation reste faible, on retrouve un certain nombre de délégués femmes, encore une fois principalement dans les secteurs très féminisés, et parmi elles, on y trouve Rose Zenner. Mais alors, que représente Rose Zenner ? Ou plutôt, que nous dit-elle de la condition des ouvrières de cette époque ? Elle est la figure du développement et d'un certain ancrage des femmes dans les luttes syndicales qui s'immiscent massivement dans les grèves à partir de 1936. Elle représente également cet espoir des masses auprès d'un gouvernement de front populaire qui, en 2 ans, a mené de nombreuses réformes sociales. La loi sur les conventions collectives, les congés payés, et enfin celle fixant la durée maximale du temps de travail à 40 heures contre 48 auparavant. Un espoir qui, nous l'avons vu, n'embrasse pas réellement la cause des femmes. Les inégalités salariales et politiques perdurent et leur place dans la société reste inféodée à celle des hommes, que ce soit dans le cadre de la famille, du travail et même au sein du syndicat, où elles n'ont, malgré l'essor de leur effectif, que peu de pouvoir dans les discussions et les prises de décision. Toutefois, dans son ouvrage L'espoir brisé, 1936, les femmes et le Front populaire, Louis-Pascal Jacquemont souligne que ces années font avancer les lignes dans l'opinion publique, sur le droit de vote par exemple. De plus, il y voit un creuset du mouvement féministe, où elles acquièrent, à travers les luttes, une expérience de solidarité et une volonté d'émancipation qui se retrouvera quelques années plus tard durant la Résistance et dans l'après-Seconde Guerre mondiale. Nous pourrions en rester là. Mais une dernière chose nous intrigue en regardant cette photographie. Qu'est-ce qu'est en train de dire Rose Zenner ? Quel est le motif de sa colère ? La réponse se trouve dans le documentaire de Patrick Barberis. Qui est-ce que tu montrais du doigt ? Mais là, c'est parce que j'étais en train de dire. Est-ce que vous comprenez ce qu'on m'a répondu ? Savez-vous ce qu'on m'a répondu au ministère de la Guerre ? C'est ça ? Donc c'est les salauds que tu montrais du doigt. Pas bien sûr. Toi qui, on sent que tu es en train de lancer des choses fortes, quoi. Hein ? Ah bah oui. Je reviens du ministère de la Guerre pour demander qu'on aide pour les gars d'Espagne. Et qu'on m'a répondu, mais madame, vous vous rendez pas compte ? Avant peu, vos fils iront se battre à l'Est. Alors là, j'étais plus qu'en pétard. Hein. Alors je faisais mon compte-rendu, là. C'est ça. Je le vivais, hein. J'avais emmené des filles avec moi au ministère de la Guerre.
Jamais su, je me rappelle, jamais su son nom au gars qui m'a reçu. Si la photographie de Willy Ronis témoigne des activités syndicales en France, elle nous amène à considérer également le contexte politique international. En effet, de l'autre côté des Pyrénées, un autre front populaire est porté au pouvoir en février 1936. Néanmoins, le socle politique et social espagnol sur lequel repose le nouveau gouvernement est fragile. La Deuxième République n'a que 5 ans et la puissance de l'État central est faible face au pouvoir des élites locales. De plus, le pays souffre d'une crise économique qui engendre des tensions, comme dans les Asturies, où les grèves des mineurs ont été violemment réprimées en 1934. Espagne 1931. 503 061 km², presque la France. 24 millions de personnes. En cette année 1931, la moitié de la population, 12 millions, est illettrée. Il y a 8 millions de pauvres. Il y a 2 millions de paysans sans terre. 20 000 personnes possèdent la moitié de l'Espagne. Des provinces entières sont la propriété d'un seul homme. Salaire moyen des travailleurs, de 1 à 3 pesetas par jour. Le kilo de pain vaut 1 peseta. Le pacte politique, regroupant l'ensemble des forces de gauche ainsi qu'une majorité de courants anarchistes, souhaite mettre en place un ambitieux programme de réforme, notamment dans le domaine agraire. Si le gouvernement est mené par les représentants de la gauche modérée, il est soumis à une forte pression populaire à travers de nombreuses grèves et manifestations. De l'autre côté de l'échiquier politique, les tensions sont de plus en plus vives et le mécontentement des monarchistes ainsi que de la grande et petite bourgeoisie se fait de plus en plus entendre. Le 18 juillet 1936, depuis les îles Canaries, des généraux monarchistes lancent un coup d'État afin de renverser le Front populaire et, selon leurs termes, rétablir l'ordre dans le pays. S'ils prennent le contrôle d'un bon nombre de villes, plusieurs d'entre elles, telles que Barcelone, Madrid ou Valence, résistent à ce que l'on appelle le pronunciamento, le coup d'État militaire. Cela est dû à l'opposition d'une partie de l'armée, notamment dans la marine, mais surtout à la mobilisation de la population qui s'organise dans de nombreux centres urbains en milices armées. Si les forces du général Franco semblent avancer inexorablement vers une victoire militaire puis politique, la résistance des républicains à Madrid marque un point crucial dans ce qui devient un véritable conflit qui durera 3 ans. Plus qu'une guerre civile, la guerre d'Espagne prend un tournant international extrêmement important. Soutenu par l'Italie fasciste de Mussolini, puis par l'Allemagne nazie d'Adolf Hitler, Franco bénéficie d'une aide militaire d'envergure en termes d'effectifs, mais surtout matériel, grâce aux chars et à l'aviation. De l'autre côté, le gouvernement espagnol espère prendre appui sur les démocraties européennes, et en premier lieu la France et son gouvernement de Front populaire. Or, l'aide de la France peine à venir. Si dès le 20 juillet, Léon Blum promettait armes et aviation au gouvernement de Madrid, il est rapidement contraint de revenir sur ses annonces, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il est soumis à une forte résistance, menée par la presse d'opposition. Dans une France en proie aux divisions politiques de plus en plus marquées, les journaux de droite et d'extrême droite ne cessent de critiquer les actions du Front populaire, et en premier lieu celles du chef de l'État, en faisant peser sur son gouvernement une pression constante, n'hésitant pas à l'insulter, voire le menacer de mort. Plus encore, de nombreuses personnalités politiques de premier plan s'opposent à venir en aide au gouvernement espagnol. Parmi elles, on retrouve Albert Lebrun, président de la République, Jules Jeanneney, président du Sénat, Édouard Herriot, président de l'Assemblée, ou encore Alexis Léger, l'influent secrétaire général du Quai d'Orsay. Effrayés par l'idée d'un conflit direct avec l'Allemagne et dictés par leur volonté de ne pas fissurer leurs liens avec la Grande-Bretagne, une partie importante des députés radicaux du Front populaire exige que Léon Blum revienne sur sa décision. Le 25 juillet, à la suite d'un conseil des ministres houleux, il annonce que la France respectera une politique de non-intervention. Par ailleurs,
la politique extérieure du gouvernement est axée autour du pacifisme et de la conciliation. La peur de provoquer un conflit mondial contre l'Allemagne et l'Italie pèse énormément dans cette décision, tant chez les hommes politiques que chez les militaires. Par ailleurs, les diplomates français ont peur d'un retrait britannique en soutenant trop activement et ouvertement le gouvernement espagnol du Front populaire. Enfin, plus pragmatiquement, de nombreux spécialistes de l'époque sont convaincus qu'une compétition internationale concernant l'armement serait gagnée par l'Allemagne et bénéficierait in fine aux franquistes. L'ensemble de ces points permettent de comprendre la politique de non-intervention menée par la France, qui se part de ses plus beaux atouts diplomatiques pour faire mettre en place un accord international de non-intervention. Si celui-ci est accepté par les principales puissances du continent, force est de constater que dans les faits, Allemands, Italiens et Soviétiques ne le respectent pas. Malgré les nombreuses attaques portées par ses alliés de gauche, et notamment le Parti communiste, Léon Blum se maintient derrière la volonté de préserver la paix en Europe. Il applique néanmoins une politique de non-intervention relâchée. Il ferme par exemple les yeux sur le convoiement des armes soviétiques, voire les facilite. L'Espagne se retrouve donc coupée en deux. Une partie est contrôlée par la junte militaire autour de Séville et de Burgos, où ils basent leur capitale, l'autre restant aux mains du gouvernement et de la République. Celle-ci reste composée et défendue par divers courants, allant des anarchistes de la Confédération nationale du travail, le Parti ouvrier d'unification marxiste, les socialistes du PSOE et enfin le Parti communiste, dont il faut préciser que les effectifs et l'influence étaient quasi nuls au début du conflit. La lutte contre les militaires factieux rassemble ces divers courants, mais de nombreuses divisions idéologiques et politiques existent et se feront voir durant les 3 années de guerre. Toutefois, afin de lutter efficacement contre un ennemi mieux entraîné et mieux équipé, les responsables politiques décident de créer un gouvernement unitaire comprenant les diverses mouvances sous la gouvernance d'un socialiste, Francisco Largo Caballero. Cette reprise en main du pouvoir central ne fut pas sans entraîner des tensions, notamment auprès des militants anarchistes. Dans l'autre camp, s'il n'en est pas l'instigateur, c'est le général Franco, fort de sa réputation acquise lors des guerres du Rif et d'une utilisation massive de la propagande, qui réussit à prendre la tête du coup d'État. Profitant de la mort de ses 2 rivaux, les généraux Sanjurjo et Mola, ses partisans le proclament généralissime dès le mois de septembre 1936. C'est lui qui, par ailleurs, réussit à rentrer en contact avec Hitler et Mussolini, légitimant ainsi sa position auprès des puissances étrangères. Rapidement, les troupes franquistes obtiennent l'aide militaire et logistique allemande et italienne. La prise de Madrid semble alors être inéluctable. Et pourtant, les forces franquistes sont refoulées aux portes de la ville par une résistance acharnée. En effet, l'internationalisation du conflit n'est pas à sens unique. Si la France n'intervient pas directement dans le conflit, l'URSS s'engage en apportant un support matériel, certes faible et inconstant, mais non négligeable. Plus encore, de nombreux militants français, britanniques, états-uniens, italiens ou allemands s'engagent dans le combat antifasciste en rejoignant ce que l'on nommera les brigades internationales. Cette aide précieuse permet au gouvernement légitime de maintenir ses positions et de contrecarrer les avancées franquistes. Toutefois, l'influence soviétique entraîne l'essor du Parti communiste espagnol qui, peu à peu, prend le contrôle des nombreuses instances militaires et gouvernementales. Cela accentue les tensions avec les autres groupes, et notamment la CNT. La crise atteint son paroxysme en mai 1937, où des affrontements armés entre les 2 camps ont lieu à Barcelone. Au-delà de ça, la force des 2 armées se révèle trop disproportionnée pour que les troupes antifascistes puissent lutter indéfiniment contre celles de Franco. La maîtrise du ciel par l'aviation nazie est cruciale pour comprendre l'avancée des troupes franquistes à partir de 1937. C'est le cas par exemple avec la chute du Pays basque espagnol, qui fut précédée des bombardements de Guernica le 26 avril 1937. Autre élément de compréhension de la défaite des Républicains, c'est le renvoi des brigades internationales en 1938.
Celui-ci obéit une fois encore au contexte des relations internationales du moment. Le Comité pour la non-intervention insiste pour le désengagement des troupes non espagnoles du conflit. Dans l'optique de trouver des aides financières auprès de la Grande-Bretagne et de la France, le chef du gouvernement républicain, Negrín, annonce en 1938 l'évacuation des brigades internationales des théâtres d'opération, alors même qu'une bataille importante fait rage de part et d'autre de l'Èbre. Affaiblis, de plus en plus isolés sur le plan international, les républicains ne tardent pas à perdre du terrain jusqu'à la victoire de Franco le 1er avril 1939. Revenons quelques instants en arrière et à la photographie de Rose Zenner. Lorsque du haut de cette table, elle harangue la foule des ouvrières, rien n'est encore perdu. En effet, le mois de mars 1938 est crucial tant sur le plan de la politique intérieure que pour le conflit espagnol. Après avoir été éloigné du pouvoir, Léon Blum redevient président du Conseil le 13 mars. Au vu de l'évolution du conflit et de la politique nazie, il montre plus de vigueur à intervenir en Espagne. Le 15 mars, il convoque une réunion de comité de défense nationale. L'ordre du jour étant de faire le point sur la politique internationale et de tirer les leçons de l'Anschluss, si facilement réalisé par Hitler. Il propose à ses ministres de lancer un ultimatum à Franco. Soit celui-ci met fin immédiatement et réellement à l'aide étrangère, italienne et allemande, soit la France interviendra directement dans le conflit. Néanmoins, cet ultimatum est freiné par l'opposition du Quai d'Orsay, de Daladier, ainsi que par l'état-major militaire dont une bonne partie était secrètement acquise à la victoire de Franco. Les arguments avancés par les proches de Léon Blum, réticents à l'intervention de la France, sont l'impréparation de l'armée française et la peur d'un conflit ouvert avec l'Allemagne. Si la France n'intervient pas directement, le 17 mars, il autorise la levée de l'interdiction de livraison du matériel et accélère l'envoi d'avions militaires. Toutefois, moins d'un mois plus tard, le gouvernement Blum est démis de ses fonctions par les députés et un ministère de bloc national se met en place autour d'Édouard Balladur. C'est la fin du Front populaire. C'est à cette période que les nationalistes espagnols coupent en deux les régions républicaines, en atteignant pour la première fois la Méditerranée. Inéluctablement, les forces de Franco s'emparent petit à petit des derniers bastions de résistance. Barcelone tombe le 26 janvier 1939 et le 28 mars, c'est au tour de Madrid. Le 1er avril, la guerre est officiellement terminée, même si les exactions contre les républicains se poursuivront durant plusieurs années. Au-delà des enjeux géopolitiques et militaires, la photographie de Willy Ronis nous amène à observer une autre perspective de ce conflit, celle de l'engagement militant. En effet, Rose Zenner, comme un grand nombre de syndiqués à la CGT et au Parti communiste, va s'engager dans l'aide à apporter aux républicains espagnols dans ce qu'ils conçoivent comme une lutte globale contre le fascisme. Dès les premiers jours de la guerre, jusqu'à la prise de la Catalogne par les troupes de Franco, des manifestations et des grèves sont organisées afin de faire pression sur le gouvernement français. Plus encore, elle lance de grandes campagnes de souscription pour venir en aide aux républicains. Ce qui permet par exemple de récolter 2 millions de francs dès septembre 1936. Les fédérations départementales frontalières sont les plus actives. En lien avec le syndicat espagnol UGT, le comité départemental des Pyrénées-Orientales envoie plus de 15 tonnes de vivres entre 1936 et 1938. Les militants de la CGT se distinguent également par l'accueil des enfants espagnols victimes du conflit. Ils atteindront le nombre de 70 000 en 1939. L'objectif du comité d'accueil des enfants d'Espagne est de recueillir et soigner les enfants avant de les placer dans des familles. Cela représente un coût non négligeable. Les dons réalisés par les militants pour financer cette vaste opération sont importants, mais s'épuisent à l'orée de l'année 1939. Cela est dû au contexte politico-social français qui va ébranler les mouvements syndicaux. En novembre 1938, la CGT appelle à une immense manifestation. Celle-ci vise à protester contre le décret-loi de Paul Reynaud, le nouveau chef du gouvernement, qui enterre un grand nombre d'acquis issus du Front populaire, notamment les lois concernant la durée du travail. L'inflexibilité du patronat et du gouvernement entraîne un revers sanglant pour le syndicat.
on relève que près de 10% des syndiqués sont licenciés et que des listes noires circulent afin d'éviter leur réembauchage. Parmi eux se trouve Ross Zehner, qui est licencié des usines Citroën et qui, ne retrouvant pas de poste ailleurs, finit par ouvrir un café avec une de ses camarades. Au-delà de son cas personnel, ces licenciements massifs touchent le programme d'aide aux enfants espagnols, qui était très largement financé par les dons des militants. De plus, la solidarité syndicale va se tourner dorénavant vers l'aide aux syndiqués licenciés. Plus encore, le contexte international va jouer un rôle dans le démantèlement des comités d'accueil, entre la victoire franquiste en Espagne et le début de la Seconde Guerre mondiale. Dès lors, une partie des enfants sont renvoyés auprès de leurs familles retournées en Espagne à la fin de la guerre, les autres auprès de leurs parents restés réfugiés en France. Enfin, on ne pourrait parler d'engagement militant et politique sans évoquer le cas des brigades internationales. Dès le début des hostilités, de nombreux étrangers s'engagent dans le combat auprès des républicains espagnols. Il s'agit avant tout de Sud-Américains ou d'antifascistes italiens et allemands vivant en Espagne, notamment à Barcelone. Au Pays Basque, on retrouve des militants français qui vont de manière spontanée rejoindre le combat contre les insurgés. En octobre 1936, le Comintern, l'organisation de la Troisième Internationale, chapeautée par l'URSS, décide de mettre en place une colonne militaire composée de volontaires étrangers. Celle-ci sera prise en charge par un des responsables du Comintern et du Parti communiste français, André Marty. Le projet est une réussite. Près de 35 000 personnes, issues d'une cinquantaine de pays, viennent rejoindre les brigades internationales. Ils sont majoritairement jeunes et ouvriers, et le plus souvent proches du Parti communiste ou des milieux syndicaux. Tout comme nous l'avons vu précédemment, si leur rôle est essentiel dans la résistance face aux franquistes, leur action se termine brutalement en octobre 1938, lorsque le gouvernement espagnol signe leur désengagement auprès des démocraties françaises et britanniques en échange d'accords commerciaux et de crédits militaires. Cette photographie recouvre donc plusieurs pans de l'histoire. Une histoire personnelle déjà, celle de Ross Zehner, qui incarne un syndicalisme féminin en plein essor durant les années 30. Bien que nous en avons vu les limites, le Front populaire reste un moment marqueur dans l'évolution de la place des femmes dans la société française et plus particulièrement dans le monde du travail. Plus encore, la photographie de Ross Zehner nous amène à sortir des limites de son atelier et à questionner l'histoire du militantisme international durant la guerre d'Espagne. L'engagement antifasciste direct ou indirect est lui aussi un marqueur important dans l'histoire du militantisme, et plus particulièrement en France, avec la CGT. Par ailleurs, loin d'être des événements isolés, l'expérience du Front populaire en France rentre, nous l'avons vu, en écho avec l'évolution du conflit espagnol. Ainsi, de la place des femmes dans la société française à l'engagement contre le fascisme, cette image et ce personnage central catalysent les évolutions sociales et politiques qui bouleversent la France et l'Europe à la fin des années 1930. Je vous remercie pour votre écoute et vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.